Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous parle avec plaisir d'un endroit absolument fabuleux. Alors évidemment, les conditions ne sont pas idéales pour admirer le paysage. Il fait gris, il pleut, il y a même de l'orage. Si vous entendez un coup de tonnerre, ne vous effrayez pas. Et donc je ne suis pas en train d'observer les oiseaux, je suis en train de travailler à votre vidéo. La semaine passée, je vous ai montré une vidéo sur les muscicapidés, à savoir la plus grande famille de passereaux de l'ancien monde, les gobe-mouches, traquets, rouge-gorge, rossignols, etc. Je n'ai pas publié d'exercice correspondant, parce que ceux de la précédente avaient été retardés, vous avez mis le temps à répondre, finalement il y a eu 12 répondants, c'est dans la moyenne, c'est normal, vous avez simplement répondu en retard, ça arrive. D'ailleurs on pourra changer un petit peu le rythme pour l'été, je vous dirai ça la semaine prochaine, à l'occasion de la 30e leçon. Celle-ci c'est la 29e, et donc on va faire une notion relativement normale. Je dis relativement parce que ce n'est pas lié au fait que ce soit la 29e et qu'on soit au niveau de l'été. J'ai envie de vous parler des oiseaux rares. Alors, je ne vais pas faire une leçon juste... Vous voyez, quand je dis qu'il y a de l'orage, je ne vais pas faire une leçon juste parce que j'en ai envie, mais on a parlé des muscicapidés, une grande famille, et dans cette famille, il y a pas mal d'oiseaux rares au point de vue français. C'est-à-dire que dans la liste des oiseaux de France apparaissent des oiseaux que l'on voit rarement en France. Dans le cadre de cette formation, on ne va pas étudier les oiseaux rares, difficiles, ce n'est pas le but. Ce que je voudrais faire, c'est vous ouvrir une porte, vous montrer l'intérêt des oiseaux rares, l'intérêt relatif, et donc il y a le côté c'est intéressant, il y a le côté relatif, vous allez voir. Et aussi pour parler de définition d'oiseaux rares. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau rare ? Tout d'abord, il faut savoir que dans la liste des oiseaux de France, que vous trouvez sur Internet, il y en a une sur mon site sur laquelle on travaille qui n'est pas très attractive en ce moment parce qu'il faut la finaliser, mais vous en trouvez sur d'autres sites, y compris des sites officiels comme la CAF, la Commission de l'avifaune française par exemple. Eh bien, tous les oiseaux qui ont été vus ou entendus, ou capturés, ou trouvés morts, etc., en France, sont dans la liste. Donc le fait qu'ils soient dans la liste ne prouve pas que vous avez une chance de le voir. C'est-à-dire que si un oiseau a été vu en 1877 une fois, il est dans la liste. Mais si on n'a plus vu depuis, à mon avis, c'est qu'il y a peu de chances que vous en revoyez. Alors, pourquoi un oiseau n'aurait plus été vu depuis si longtemps ? Bien, tout simplement parce qu'il était par exemple relativement commun en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est donc au 19e siècle, et puis depuis il a disparu de ces régions, et donc la probabilité qu'il s'égare en France est devenue à peu près nulle, par exemple. Bon. Maintenant, il y a être rare pour un territoire et être rare tout court. Par exemple, puisqu'on parle de muscicapidés, je vous montre le rouge-gorge des Usambara. Lui, c'est un oiseau rare pour du vrai. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce qu'il n'existe que dans un seul pays, ça s'appelle en endémique. Il est endémique de Tanzanie, il est même endémique que d'une seule montagne, à savoir les Usambara occidentaux, une petite chaîne de montagnes. Et quand j'ai pris ces photos que je vous montre là, en 2010 ou en 2011, eh bien c'était même la première fois que cet oiseau était photographié sur le terrain. Alors qu'on se comprenne bien, ça ne prouve absolument pas ma compétence. Je ne mets pas ça pour dire « Regardez, je suis le premier à l'avoir pris en photo ». C'est un pur coup de bol. Je travaillais avec un établissement qui avait des guides et j'étais le professeur, l'enseignant, si vous voulez, pour les guides, pour leur apprendre l'ornithologie. Et un des guides voulait me montrer un accès à la forêt à proximité que je ne connaissais pas. Je ne connais pas cet accès. Et nous y étions à vélo, tous les deux. Et donc, voilà, on se promenait à vélo, et tout d'un coup, il y a ces oiseaux qui sont sortis de la forêt, qui se sont mis devant nos roues. On a eu le réflexe de freiner, ils se sont enfuis, évidemment, à cause du mouvement du vélo, mais on a mis nos vélos sur le côté, on s'est assis, on a attendu, ils sont ressortis, et c'était donc les rouges-gorges des Usambara, et nous étions, par chance, les premiers à prendre en photo cette espèce. Depuis, il y a eu quelques photos, mais si vous regardez sur Internet, c'est pas très riche. Les miennes restent parmi les seules que vous trouvez en ligne. Par contre, il y avait des photos en main, des gens qui capturent les oiseaux avec des filets. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour expliquer le dérangement que ça provoque, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas. Eh bien, j'en discute donc dans cette vidéo. En France, il n'y a pas de muscicapidés comme ça, qui est endémique, très rare.
hein, un oiseau qui est endémique au territoire français au sens administratif, c'est la citelle corse. Elle est quand même assez rare, hein, puisqu'on parle d'une population de mémoire, hein, je n'ai pas vérifié, je crois 1500, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même un oiseau très très limité. Mais sinon, quand on parle d'oiseaux rares dans le cadre de notre formation, dans le cadre de la famille des Muscicapidae, eh bien ça peut être des oiseaux comme le rossignol progné par exemple, hein, qui niche en Europe de l'Est et en Russie et qui s'égare de temps en temps en France. Ça peut être des traquets, il y a par exemple le traquet kurde, si je me souviens bien de son nom français, qui était vu une fois en France, c'était la première fois en Europe occidentale, quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais dans la région du Moyen-Orient d'où il est originaire, il n'est pas rare. Donc il faut relativiser les choses. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle des oiseaux rares maintenant? Eh bien, c'est parce qu'avec les Muscicapidae se posent différentes questions. Je vous ai cité par exemple le traquet oreillard dans la vidéo précédente. Est-il rare? En réalité, si vous allez en Espagne, au Portugal, en Afrique du Nord, c'est un oiseau qu'on voit régulièrement, c'est pas un oiseau rare, hein, mais la population française est très limitée. Et malheureusement, je crois qu'elle ne se porte pas très bien. Et donc, au niveau français, on peut dire que c'est un nicheur rare ou assez rare. Et puis, alors, il y a ceux qui s'égarent. C'est pas leur route normale, c'est pas leur territoire normaux, mais on les voit de temps en temps. Et ce temps en temps peut être variable. C'est un petit peu sur ce point que je voulais attirer votre attention. Par exemple, le gobe-mouche nain. Je ne vous ai pas parlé du gobe-mouche nain dans la vidéo précédente, mais j'aurais pu. C'est un oiseau qui est assez facile à identifier. Surtout le mâle avec sa gorge orangée, mais même ceux qui n'ont pas la gorge orangée, avec le côté de la queue blanc, etc. C'est un petit gobe-mouche qui ne ressemble pas au gobe-mouche gris, parce qu'il n'est pas du tout strié comme le gobe-mouche gris. Il n'a pas de barre à l'air, donc pas comme le gobe-mouche noir, donc c'est pas si difficile à identifier. On en voit chaque année. Les gens qui cherchent spécialement les oiseaux rares, il y en a, en particulier à l'automne, qui vont par exemple sur l'île d'Ouessant, qui est connue pour être une sorte d'aspirateur à oiseaux rares, eh bien, ils voient régulièrement des gobe-mouches nains en France. Alors que si vous ne cherchez pas spécialement ces oiseaux égarés, qui sont souvent des jeunes, après la nidification, jusqu'en fin, je dirais, d'automne, ben, il y a peu de chances que vous rencontriez le gobe-mouche nain. Alors, est-ce que le gobe-mouche nain est un oiseau rare ou pas rare? Ben, c'est un peu entre les deux. Parmi les oiseaux rares, les moins rares, il y a par exemple le pouilleux à grand sourcil. La pluie s'est mise à tomber, c'était trop bruyant, j'ai arrêté d'enregistrer, et quand les conditions sont revenues, il faisait noir. Donc je ne me filme plus. Voici un oiseau qui était considéré comme rare, mais qui en fait n'est pas si rare que ça. C'est le pipite de Richard. Alors, d'accord, c'est une autre famille, hein, ce n'est pas un Muscicapidae, mais c'est quand même un insectivore terrestre percheur. Pour ce qui est de l'identification, il y en aura peut-être un exercice, mais en fait, c'est très facile, puisque le seul autre pipite que nous avons vu, c'est le pipite farlouse, qui a les flancs striés comme tous les petits pipites, et lui, c'est un grand pipite, il n'a pas les flancs striés. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, quand on regardera de plus près, évidemment, l'identification des pipites. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'évolution de son statut en Europe et en Afrique du Nord, ou plus généralement le paléarctique occidental. C'est en effet une espèce du paléarctique oriental. Il niche dans la région donc est de l'Asie, centre-est, hein, en particulier en Chine, dans le sud de la Sibérie, etc. Et alors il va hiverner en Asie du Sud-Est, donc dans la zone orientale. Et comme on le voit sur le schéma ici d'un article que j'ai trouvé en ligne, un article relativement récent, eh bien on voit des lignes, des flèches, je vais vous expliquer ça, où on se rend compte qu'il y a une migration vers l'ouest. Mais en fait, c'est quelque chose de relativement nouveau qu'on ait compris ça. En 1991, j'avais découvert que j'avais une passion pour la migration des oiseaux, et j'étais en Belgique, en Wallonie, donc dans le sud de la Belgique, où je comptais les petits oiseaux passer, en particulier les bergeronnets printanières au mois d'août, et puis plus tard arrivent alors les pinsons, les pipites farlouses, etc. Et alors que je comptais les bergeronnets printanières, mais aussi des oiseaux plus gros, je me souviens d'une cigogne noire le même jour, eh bien, je vois et j'entends un pipite de Richard. À l'époque, pour vous donner une idée, c'était la première fois qu'en Wallonie, un pipite de Richard était observé à l'automne. Donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. S'il n'y avait pas eu de suite, eh bien cette observation ne servait à rien. C'était vraiment un oiseau comme ça perdu. Il apporte du plaisir aux observateurs, mais il n'apporte rien à la science. Tout à fait par hasard, c'est l'époque où je commençais à guider des voyages. J'étais au Maroc, fin de la même année ou l'année suivante, et en cherchant des oiseaux qui n'ont strictement rien à voir, dans la région où on voit le francolin à double éperon,
eh bien, je vois en pipite de Richard. Et c'est vrai que la réaction des ornithologues, alors que j'étais relativement débutant à l'époque, c'était du genre, tu vois des pipites de Richard partout, sous-entendant que peut-être je confondais avec autre chose. Et on aurait pu le croire effectivement. Le temps passe, et notamment un de mes collègues, et puis j'ai participé à la création du comité d'homologation des oiseaux rares du Maroc. On a commencé à recevoir des observations au Maroc. Quel est le rapport avec les observations en Belgique? Eh bien, on a commencé à se dire que peut-être des oiseaux à l'automne passaient par l'Europe de l'Ouest pour aller hiverner au Maroc. En fait, les Espagnols ont remarqué avant nous qu'il y avait un hivernage dans le sud de l'Espagne et que donc c'était logique que certains traversent le détroit de Gibraltar et aillent hiverner donc au Maroc. C'est quelque chose de maintenant connu et c'est ce qu'explique l'article ici qui estime que c'est un changement de comportement récent. Alors qu'à l'époque, quand on a commencé à voir se dessiner cette migration, on pensait plutôt que c'était qu'on n'avait pas vu jusque-là, qu'on n'avait pas les compétences pour identifier ces oiseaux qui sont quand même pas très faciles, pas très difficiles non plus. Le pipite de Richard, il est très grand, c'est le plus grand pipite, en tout cas d'Eurasie, et on le confond seulement avec les pipites rousselines, qui n'est pas non plus un oiseau qu'on voit tous les jours, donc qui attire quand même notre attention. On pensait plutôt que c'était les observateurs qui avaient changé. Ici, l'article montre plutôt que c'est les oiseaux qui ont changé de comportement. Et je pense que c'est l'article qui a raison, parce que beaucoup plus tard, en 2012, on parle quand même de 20 ans plus tard, j'ai travaillé pour la LPO, où je faisais le suivi de la migration au Cap Ferret, en Gironde. Eh bien, sur 2 mois passés au Cap Ferret, et environ 700 000 oiseaux comptés, eh bien, il y avait 7 pipites de Richard. Alors, sur 700 000, ce n'est pas une grosse proportion des oiseaux, mais 7 pipites de Richard au même endroit, ça montre quand même qu'il y a effectivement une migration régulière sur la côte atlantique européenne. Et donc, ça a tendance à faire penser que s'il y avait une telle migration 20 ans plus tôt, on l'aurait quand même remarqué. Donc je pense que l'article a raison. Effectivement, c'est une augmentation de la population en Europe de l'Ouest qui correspond à une évolution de la migration. C'est en tout cas ce que dit cet article ici. Eh bien, c'est en cherchant les oiseaux rares que l'on constate parfois certains changements de comportement. Alors qu'on soit clair, cette observation, cette découverte ne change pas grand-chose à des actions que l'on pourrait prendre s'il fallait protéger le pipite de Richard. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, ce n'est pas une espèce qui se porte mal, mais vous savez, actuellement, les impacts négatifs sur la nature sont tels que ça pourrait changer rapidement. C'est une information scientifique intéressante, passionnante pour les gens comme moi qui adorent ça, mais en réalité qui n'est pas très utile. Voilà, donc j'étais pour illustrer ce que je voulais vous dire. Chercher les oiseaux rares, c'est très amusant, c'est souvent frustrant parce que parfois on voit rien du tout, mais quand on trouve quelque chose, c'est très excitant, mais en même temps, au niveau scientifique, c'est rarement utile. Voici un cas qui est exceptionnellement utile par rapport à ce qui se passe d'habitude, mais qui au fond ne change pas grand-chose quand même. Là-dessus, je vous propose des exercices qui seront centrés sur les muscicapidés, donc la vidéo de la semaine passée. Je mettrai éventuellement en pipite, et si c'est en pipite, ce sera en pipite farlouse ou en pipite de Richard. Bon amusement avec les exercices, et je vous dis à très bientôt.